L'Institut national de la jeunesse et des sports, en abrégé INJS, est un établissement public sous la tutelle du ministère des Sports et des Loisirs. Afin de permettre au grand public de s'approprier le rôle et le fonctionnement de cette structure, la direction de la communication, des relations publiques et de la documentation du ministère des Sports et des Loisirs vous conduit dans les locaux de cette EPN 6 à Makori. L'invité à la une reçoit aujourd'hui M. Sanogo Habib, directeur général de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Bonjour monsieur le directeur général, présentez-nous votre établissement. Merci, je voudrais avant de commencer vous remercier de l'opportunité que nous vous ferez pour présenter l'Institut national de la jeunesse et des sports. En effet, notre institution a été créée par décret 61-141 du 15 avril 1961. Donc aujourd'hui, nous faisons pratiquement 54 ans que l'INJS est créé. Mais ce décret a connu plusieurs transformations pour aboutir donc au dernier décret de 2013, qui est exactement donc le décret numéro 2013-713 du 18 octobre 2013, qui donc a fixé donc les nouvelles missions à l'Institut national de la jeunesse et des sports, donc qui sont donc répartis en 8 directions centrales, puisque dorénavant, l'INJS a été transformé en direction générale. Donc nous avons 8 directions centrales et 17 sous-directions. Au niveau des directions centrales, nous avons donc 2 écoles, un centre de formation, le centre de médecine du sport et 2 directions, notamment la direction de la coopération et du partenariat et la direction des infrastructures, de l'équipement et de la maintenance. Au niveau des écoles, nous avons donc l'école normale supérieure de l'éducation physique et des sports, qui forme donc ce que nous appelons les enseignants DPS, mais avec le système LMD, aujourd'hui, cette école-là a plusieurs masters. Donc nous avons donc un master en éducation motricité, qui est l'équivalent donc de l'EPS. Nous avons un master en management des sports. Nous avons un master en activité adaptée santé, c'est-à-dire dans tous les milieux difficiles, les handicapés moteurs, les handicapés physiques, pour la kiné. Et donc voilà un peu, disons, à ce niveau-là, les masters que nous avons. Et nous avons donc l'école normale supérieure d'éducation permanente, l'ENSEP, qui lui également a 4 masters. Donc nous avons un master en projet et création d'entreprise, un master en andragogie, un master en gérontologie et un master en loisirs. Donc, ce qui fait que l'INJS couvre la totalité des missions assignées au ministère, qui est donc le ministère des Sports et des Loisirs. Donc l'INJS forme tous les cadres de jeunesse, des sports et des loisirs donc, que compte notre pays. C'est une école qui a formé des milliers d'enseignants, puisque nous avons formé pratiquement, nous sommes la première école en Afrique dans ce domaine-là, pour former donc tous les cadres de sport, de jeunesse, dans tous les pays qui fréquentaient l'INJS, depuis Madagascar, les Seychelles, le Burundi. L'actuel président burundais même est un ancien étudiant de l'INJS. Donc
vraiment, l'INGS aujourd'hui, comme je l'ai dit, a formé le maximum de cadres de notre sous-région. Comment fonctionne cette direction générale? Bon, la direction générale, comme je l'ai dit, entourée donc de ces 8 directions et des sous-directions et services, se réunit tous les mardis pour une réunion de direction. Et à cette réunion-là, nous évoquons donc tous les sujets qui peuvent permettre à l'INGS de retrouver son lustre d'antan. En tout cas, nous pouvons dire qu'il y a une bonne ambiance au sein du comité de direction. Chacun fait ce qu'il a à faire dans le respect donc des règles et en tout cas dans l'efficacité. Alors, à l'instant, vous parliez de retrouver son lustre d'antan. Aujourd'hui, comparativement à hier, l'INGS qui n'a plus cette notoriété qu'elle avait, c'est dû à quoi? Bon, je pense que c'est dû à la crise sociopolitique que notre pays a connue pendant les 10 dernières années, ce qui a poussé les pays qui envoyaient donc leur cadre en formation à créer des embryons d'INGS dans les pays. Donc nous avons aujourd'hui un INGS au Burkina, au Mali, au Niger, au Gabon, tous ces pays-là qui nous envoyaient donc leur cadre pour former. Donc je pense que nous avons connu quand même un mauvais coup avec donc les crises successives sociopolitiques que notre pays a connues. Mais je pense qu'avec la nouvelle dynamique, nous sommes en train, avec le système LMD qui est en train d'être mis en place, nous allons certainement reconquérir notre part du marché parce que ces INGS-là sont encore au stade, comme je l'ai dit, embryonnaire. Or, nous sommes en train de passer à la deuxième phase, c'est-à-dire l'universalisation de nos formations et de nos diplômes. Monsieur le directeur, moi j'ai envie de vous demander de passer l'INGS au scanner aujourd'hui. Comment c'est fait? Bon, au niveau des enseignements, je pense qu'on peut dire que nous n'avons pas trop perdu la qualité. C'est vrai qu'au niveau des pratiques, avec donc la dégradation très avancée des équipements sportifs, c'est sûr que de ce côté-là, il y a quand même une petite baisse au niveau de la qualité. Mais sinon, je pense qu'au niveau des fondamentaux théoriques, je pense que les mêmes enseignants sont là depuis. Au contraire, ils ont même acquis de l'expérience. Donc je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de souci. Puisque notre dossier de LMD est tellement avancé que nous avons eu les félicitations même de l'université Félix Houphouët-Boigny. Et je pense que certainement pour la rentrée prochaine, nous aurons notre école doctorale pour pouvoir permettre aux enseignants et aux étudiants qui souhaitent donc d'aller jusqu'au doctorat pour avoir donc des enseignants de rang A. Et au niveau des infrastructures, est-ce qu'aujourd'hui l'INGS répond aux normes d'une grande école? On n'est pas se cacher, on va dire que nos infrastructures sont vraiment dans un état de dégradation très avancé. Mais avec le peu de moyens que nous avons, nous essayons de faire le maximum pour pouvoir permettre donc aux enfants d'être formés, en tout cas selon les normes. Mais comme je l'ai dit, nous avons besoin d'un véritable plan Marshall de réhabilitation. Et à ce sujet, je peux dire que nous sommes très avancés parce que hier, nous avons vu l'avant-dernière monture de la nouvelle maquette que nous allons proposer bientôt donc, à M. le ministre qui va être notre interprète auprès du gouvernement pour pouvoir redonner vraiment vie à notre institution. Vous savez que je l'ai dit tantôt, l'INGS a été créée en 1961, mais vous imaginez, elle n'a pas de piscine. Ce qui fait que nos étudiants sont obligés d'aller faire le cours de natation, soit à la piscine d'État, qui bientôt même va fermer. Donc, nous avons un partenariat avec l'université qui a accepté de nous prêter donc la piscine de l'université pour que les étudiants puissent se former. Donc, vous voyez que déjà, le premier défi, c'est déjà une piscine, ensuite un amphi avec le LMD, et puis donc la réhabilitation des salles spécialisées, notamment pour l'éducation permanente, qui ont des salles de couture, de broderie, de cuisine, et donc qui doivent vraiment recevoir du matériel adéquat pour que la formation puisse continuer. D'autant plus que cette année, nous avons un effectif de 412, mais pour l'année prochaine, nous aurons 1148 étudiants.
Et nous avons la fonction publique, le concours organisé par la fonction publique, nous a déjà donné 355 étudiants, notamment les maîtresses et les maîtresses adjointes d'éducation permanente, qui sont formées pour les besoins du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. C'est eux qui interviennent dans les IFF, les instituts de formation et d'éducation féminine. Ensuite, nous avons les enseignants bivalents. Vous savez que dans le cadre du contrat endettement-désendettement, il y a la construction des collèges de proximité. Et donc, nous avons les bivalents de anglais et PS. Donc, ce sont des instituteurs qui ont une licence que l'État veut reconvertir pour faire des professeurs de sport, enfin de collège. Donc, nous, on fait la partie de sport et l'ENS fait la partie anglais. Donc, du coup, c'est dans des collèges où c'est des collèges qui sont dans des localités où il y a pratiquement 500 à 600 habitants pour éviter que les enfants aillent plus loin des parents. Et donc, comme les instituteurs sont déjà habitués dans le milieu rural, donc là où il faut 12 enseignants, on prendra 6, mais chaque professeur aura 2 matières à enseigner. Et donc, dans le cas de l'EPS, c'est avec le cours d'anglais. Donc, il va donner ses cours d'anglais et en même temps, il va donner ses cours d'EPS. Monsieur le directeur, vous avez parlé de véritable besoin d'un plan Marshall. Le financement, est-ce que vous espérez seulement le gouvernement ou bien vous avez d'autres moyens que vous comptez employer pour mobiliser les ressources nécessaires? Bon, je pense que la dernière fois encore, le ministre nous indiquait qu'il fallait qu'on explore le PPP, le partenariat public-privé. Et donc, notre maquette, nous l'avons fait et nous avons demandé qu'on ait des coûts par tranche. C'est-à-dire chaque élément à construire ou à réhabiliter aura son montant. Pour éviter vraiment, donc, on pourrait proposer à des bailleurs dans un contrat, donc, comme je l'ai dit, PPP, pour pouvoir vraiment exploiter. Si quelqu'un veut nous faire une piscine, on peut lui donner le projet de la piscine. Il l'exploite pendant un certain nombre d'années et puis ça nous revient. Comme le pont HKB, voilà, donc il y a la piscine comme ça. Il y a la salle de l'amphi de 1500 places qui peut même suppléer le palais des sports en cas pour les spectacles, pour tout ce qu'on a comme activité, les séminaires. Nous avons également dans notre projet la construction d'un hôtel sportif, un hôtel sportif, puisque dans notre intention, si nous réussissons à tout réhabiliter avec un gymnase, la réfection de terrain, la réfection de la construction de nos dortoirs, des équipes pourraient donc à la faveur de la CAN 2021 choisir notre site pour un camp d'entraînement. Donc l'équipe sera logée et elle aura les infrastructures à sa disposition. Puisque dans la piscine, comme je l'ai dit, là c'est une piscine olympique, mais qu'il y aura vraiment toutes les commodités, sauna, table de massage, de rééducation fonctionnelle. Donc je veux dire vraiment c'est toute la panoplie. Voilà, couverte, voilà, c'est toute la panoplie des services qu'on peut rendre à un sportif. Pour une bonne préparation, d'autant plus que nous avons réactivé le Centre national de sport de haut niveau, qui lui est chargé de préparer, comme dit le décret, les équipes qui représentent la Côte d'Ivoire au plan international, que ce soit en club ou en équipe nationale. Donc si nous sommes réhabilités, c'est sûr que l'État va avoir des économies au lieu d'aller préparer nos équipes nationales à l'extérieur ou nos clubs. Voilà, on pourrait quand même utiliser l'INGS dans ce sens-là. Donc c'est pour cela que dans le cadre donc, de cette politique-là, nous avons besoin de notre réhabilitation. Et à côté également, nous avons le centre de sport le centre de médecine sportive, qui est vraiment une référence au niveau africain et qui accueille aujourd'hui pratiquement tous les Ivoiriens ou les malades qui ont fait un AVC ou bien des sportifs qui ont eu des blessures et qui viennent faire leur rééducation. En tout cas, c'est un centre qui est vraiment réputé et nous entendons donc dans le cadre de cette réhabilitation l'agrandir et l'équiper davantage pour pouvoir donc répondre à ses besoins, comme je l'ai dit, parce qu'on doit participer à la détection des jeunes talents. Le Centre national de sport de haut niveau et le Centre de médecine doivent participer à la détection des jeunes talents. Et donc le Centre de sport de haut niveau, nous allons créer des pôles à travers le pays pour pouvoir donc faire cette sélection-là. On pourrait créer par exemple un pôle au centre, un pôle au nord, à l'est et au sud, pour pouvoir faire donc les séances de détection.
de façon régulière, et donc pour le suivi. Donc vous avez la détection, vous avez le suivi, et vous avez le centre de sport de haut niveau qui doit encore faire la reconversion des athlètes de haut niveau. Donc vous voyez qu'il prend tout le cheminement, c'est-à-dire c'est tout le processus. Donc il vous détecte, on vous suit, vous devenez un sportif de haut niveau, et puis après, on veille à ce que vous soyez reconverti pour éviter de voir ce que nous avons dans le cadre de la vie post-sportive de nos anciens gloires. Donc je veux dire que le décret aujourd'hui vraiment a pris toute la panoplie. Et je peux vous assurer que dans le cadre de la professionnalisation du sport, tout ce qui est formation incombe à l'INJS. Les athlètes, les entraîneurs, les préparateurs physiques, tout et tout. Donc je veux dire à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Comme je l'ai dit, la deuxième école qui, elle, est en éducation permanente, qui n'est pas très connue, mais qui a un rôle essentiel, mais pour l'imagerie populaire, quand on parle de l'INJS, c'est le sport. Mais il y a cette grande école-là qui vraiment forme les jeunes. Et nous avons un service à la communauté qui a déjà commencé à aller vers les mairies, les administrations déconcentrées, pour pouvoir former les jeunes en pâtisserie, en cuisine, en photo, vraiment en surveillant des baignades. Et tout ceci vraiment pour pouvoir aussi participer à l'absorption du taux de chômage. Donc je veux dire que l'INJS, au niveau donc, du ministère des Sports et Loisirs, est un instrument très important et très essentiel. Et monsieur le ministre l'a bien compris. Et je pense que c'est dans ce cadre-là qui permet qu'on puisse donc donner toutes ces informations donc, à nos populations pour savoir exactement ce que notre institut fait. Beaucoup d'Ivoiriens ont tendance à penser que l'INJS, on y rentre pour sortir professionnel de physique. Mais vous écoutez, il y a encore d'autres formations, d'autres filières dans lesquelles on peut rentrer et sortir dans d'autres métiers. Est-ce que vous pouvez nous ouvrir un peu les yeux sur ces métiers et puis faire un peu la relation avec l'adéquation formation-emploi? Est-ce que qu'on sort de l'INJS pour ces autres emplois qui ne sont pas de la fonction publique, on trouve du travail? Oui, bien sûr. Je pense que nous avions, avant donc d'ouvrir ces filières-là, qui sont en marche, hein, parce que les étudiants qui sont entrés pour le concours en 2014 sont inscrits dans ils ont 3 années de tronc commun et après chacun va prendre sa branche. Donc comme je l'ai dit, éducation motricité, ça c'est vraiment ça c'est entièrement dédié à l'éducation nationale. C'est ceux qui deviennent professeurs d'EPS. Les entraînements sportifs. Je veux dire aujourd'hui, un enfant peut décider de faire la filière d'entraînement sportif. C'est une formation qui se fait en relation avec les fédérations. Parce que nous avons les diplômes, mais les grades au niveau fédéral et sur le plan international sont délivrés par les fédérations. Ce qu'on appelle entraîneur 1, entraîneur grade B, grade 3. Et donc ça aussi, c'est une filière importante parce que, je veux dire, on a décidé de remplacer tous les entraîneurs qui aiment le métier juste comme ça par des gens qui sont formés pour ça. Ensuite, nous avons management des sports. Le management des sports, ça a vraiment plusieurs branches, puisque nous avons, dans le management des sports, il y a le management d'entretien des équipements sportifs. C'est-à-dire que tous nos terrains, sur le plan national, qui vont être réhabilités, vont être gérés par des gens qui sont formés pour. Nous aurons des gens pour des organisations sportives, c'est-à-dire les fédérations. Aujourd'hui, c'est des gens qu'on va former pour pouvoir gérer les fédérations. Ce ne sera plus quelqu'un qui, à ses temps perdus, va s'occuper des fédérations. Ensuite, nous avons les événements sportifs qui sont organisés par des gens qui sont formés pour. Oui. Et ensuite, il y a le droit de sport. Donc, il y a des gens qui auront un management en droit de sport, un management en entretien des équipements sportifs, gestion des infrastructures sportives, en organisation sportive. Donc, je veux dire que tous ces métiers sont des métiers porteurs et qui feront que les jeunes pourront donc chose. Ensuite, nous avons les activités adaptées santé. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a tous les types de maladies. Hein, des gens qui vont venir accompagner les gens, hein, que ce soit en entreprise, pour faire l'entretien. Donc, vraiment, je veux dire qu'il y a vraiment une grande panoplie. Donc, pour pouvoir donc, permettre d'absorber tous ces gens. Et comme j'ai dit au Centre national des sports, c'est la performance. Donc, les gens viendront encore pour se performer
Et ensuite, il y a des professorats de sport qui, eux, seront des gens qui seront à la disposition du ministère des Sports pour pouvoir mettre la politique du ministère en pratique. Donc, ils seront affectés dans les directions régionales et départementales pour pouvoir appliquer la politique sportive de l'État. Donc, je veux dire, à ce niveau, il n'y a pas grand souci. D'autant plus que les étudiants qui rentrent sont couverts par ce que nous appelons les postes budgétaires, c'est-à-dire l'emploi est déjà garanti à la sortie. Donc, à ce niveau, on n'a pas de souci. Monsieur le directeur, vous avez parlé de l'INJS hier, de l'INJS aujourd'hui. Vos projections futures pour l'INJS et puis votre mot de fin, si vous avez un appel à lancer aux autorités. Alors, donc, l'INJS de demain, comme je l'ai dit, c'est un INJS réhabilité dans tous ses compartiments. C'est un INJS avec des enseignants très qualifiés, de haut niveau, et que nous avons entamé. C'est un INJS ouvert sur l'extérieur, dans le cadre donc de la coopération et du partenariat. C'est un INJS mieux entretenu dans ses infrastructures avec la direction des infrastructures d'équipement et de la maintenance. C'est un INJS pour améliorer donc les performances sportives de notre pays avec le Centre national de sport de haut niveau. C'est un INJS avec des sportifs bien traités, bien suivis médicalement, avec donc le Centre de médecine du sport. Et c'est une jeunesse bien encadrée qui pourra se prendre en charge avec donc l'École normale supérieure de l'éducation permanente dans tous les domaines, comme je l'ai dit, dans la gérontologie. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens partent à la retraite de plus en plus vieux, à 65 ans. Il faut leur permettre d'avoir des activités. Il faut leur permettre. Donc la gérontologie, c'est la science qui va s'occuper des personnes âgées. L'andragogie, c'est comme la pédagogie pour les jeunes, c'est une pédagogie pour les adultes. Voilà, donc il y a des milieux assez difficiles, notamment les gens qui ont connu un certain nombre de traumatismes. Donc il y a une pédagogie pour ceux-là. C'est le loisir qui sont en train de devenir une science, qui sont en train de devenir une science importante. Aujourd'hui, on ne peut pas se développer sans loisir. Parce qu'il y a l'amusement et puis il y a le loisir. Même dans le loisir, il y a le loisir sportif et puis il y a un loisir pour pouvoir quand même permettre le mieux-être des populations. Et je pense qu'à côté aujourd'hui des terrains de sport, il va falloir aussi créer des centres aérés, des centres de loisirs pour que les gens puissent adonner donc à ces loisirs-là. Je voudrais vraiment dire à nos autorités que le sport et la jeunesse sont deux éléments importants pour la cohésion sociale. C'est des milieux de passionnés, les jeunes sont passionnés, les sportifs sont passionnés. Et nous pensons que si nous avons des gens, des professionnels, des gens bien formés, des gens qui savent ce que c'est que ces milieux-là, on peut quand même obtenir de bons résultats. Vous savez que, et je me plais à le dire, nous avons vu tous l'effet de notre victoire à la CAN. Et je me plais souvent à le dire, si le ministre même du budget venait à la télé pour dire, jeunes de Côte d'Ivoire, chacun vient prendre 1000 francs, je veux avoir 1 million de jeunes, il n'allait pas avoir de gens. Mais il a fallu d'un seul trophée qu'on peut attraper avec une main pour voir tout le déferlement humain que nous avons connu. Et toute cette joie que ça a apporté au pays. Donc le sport n'est pas la 5e roue de la charrette. Aujourd'hui, il y a certains pays qui sont connus par le sport. Quand vous arrivez aux Jeux Olympiques, Cuba remporte toutes les épreuves en boxe. Ils sont spécialisés dans cela. Aujourd'hui, la Grande France, malgré, vous avez vu qu'il y a le chômage, la France aujourd'hui est en perte de vitesse en plan économique. Mais au plan sportif, vous voyez les résultats. Ils sont champions du monde plusieurs fois de handball. Ils sont champions en basket. Et je pense que c'est ce qui fait la notoriété d'un pays. Les États-Unis, c'est vrai, on sait que c'est un grand pays, mais les États-Unis, c'est les athlètes, c'est les Carl Lewis qu'on a connus, c'est les grands boxeurs, et c'est ça. Aujourd'hui, la Jamaïque avec Usain Bolt, mais aujourd'hui, tout le monde connaît la Jamaïque, puisque depuis le décès de Bob Marley, aujourd'hui, la Jamaïque est reconnue que par le sport. Donc, je veux dire que je voulais vraiment dire à nos autorités, il faut qu'on revienne au sport. Et nous qui avons eu la chance, dans le temps, de participer aux compétitions WASU, nous avons été moins violents parce que toute la charge, je veux dire, de nervosité était reversée donc, dans les compétitions pour tous les mercredis.
Vous avez vu, depuis que le WASU n'est plus pratiqué comme à le passé, il y a beaucoup de violence dans nos écoles. Alors, donc je pense que le sport peut être un très grand facteur de cohésion, un très grand facteur d'harmonie et d'union. Imaginez tout de suite que le ministère des Sports organise un match entre les BT et les Djoula. Vous voyez le résultat, on finit ce match-là, c'est 10 fois mieux que de mettre des millions ailleurs pour pouvoir faire la cohésion. C'est juste des petites idées. Et donc je voudrais vraiment lancer donc, cet appel aux autorités de remettre l'INJS de redonner à l'INJS son lustre d'antan, qui va permettre de booster donc, le sport en Côte d'Ivoire, qui va permettre de ramener notre pays, puisque nous, le président de la République a dit qu'il souhaite que notre pays soit émergent à l'horizon 2020, mais cette émergence ne peut se faire sans le sport, sans la jeunesse. Or, l'institut qui forme dans le sport et la jeunesse, c'est bien l'Institut national de la jeunesse et des sports. Donc vraiment, je voulais lancer un appel. Et je sais que M. le ministre est dans cette logique et je pense qu'il va prendre les dispositions pour que notre institution puisse redevenir comme il a été par le passé. En tout cas, merci beaucoup de cette opportunité que vous nous donnez et je souhaite que d'ici 1 an, 2 ans, nous voyons un nouveau visage de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Je vous remercie. Merci, monsieur.